Künstliche Intelligenz, d'IA, d'intelligence artificielle, können uns helfen, für die Sprache mehr hört und mehr sieht. Alsacien, occitan, corse, breton. Comment préserver ces voix fragiles face aux nouvelles technologies qui uniformisent nos communications? Bienvenue dans Défis de science, défis de société, un podcast de l'Université de Strasbourg. À travers des séries thématiques, nous explorons les grands défis du monde contemporain sous le prisme de la recherche. Pour cette première série, nous avons choisi l'intelligence artificielle, ses promesses, ses limites et son impact. Delphine Bernard, maîtresse de conférences à la Faculté des langues de Strasbourg et membre de l'Institut thématique interdisciplinaire Langage, inclusion, remédiation, interculturalité et communication, travaille au croisement de l'informatique et de la linguistique. Spécialiste du traitement automatique des langues, elle explore comment l'intelligence artificielle peut devenir une alliée inattendue pour défendre la diversité linguistique. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste le traitement automatique des langues ? Ça consiste à développer des méthodes et des systèmes automatiques pour traiter des données langagières dans diverses langues. Alors quand on dit traiter, ça veut dire les analyser, les comprendre, mais aussi les générer. Il y a un certain nombre d'applications qui sont quand même bien connues, qui sont la traduction automatique et les agents conversationnels. Ces méthodes par apprentissage automatique, elles ont pour caractéristique qu'elles vont avoir besoin de beaucoup de données pour justement apprendre à traiter les langues. Et donc vous vous intéressez plus particulièrement aux langues régionales ? Tout à fait. Alors, pour faire le lien justement avec ces méthodes qui ont besoin d'énormément de données, c'est qu'on a très peu de données. On a pris énormément de retard par rapport à des langues comme l'anglais ou le français, pour lesquelles on a énormément de données qui sont disponibles, parce qu'on a des dizaines d'années de recherche. Et donc, pour nos langues, on a peu de données, ce qui rend difficile l'utilisation des méthodes qui sont les plus utilisées à l'heure actuelle et qui sont donc très gourmandes en données. Et l'autre difficulté, c'est que c'est des langues qui sont plutôt utilisées à l'oral. Ça fait qu'on va avoir assez peu de données à l'écrit qui sont facilement récupérables, parce que souvent, quand on va justement collecter des données, on va prendre la solution de facilité qui va être de prendre un peu tout ce qu'il y a sur le web. Et quand on est sur des langues qui sont peu représentées sur le web, on n'a pas cette possibilité. L'autre difficulté liée à cette utilisation à l'oral fait que souvent à l'écrit, on n'a pas de normalisation de la graphie. Donc chaque personne va un peu écrire de la manière dont elle pense représenter le mieux la langue à l'oral à l'écrit. Et donc, on peut avoir pour un même mot des dizaines de formes différentes. Et ça, c'est extrêmement problématique pour les traitements automatisés puisqu'on n'a pas cette stabilité à l'écrit qu'on va trouver sur des langues qui sont très normées comme le français ou l'anglais. Quel type d'application vous envisageriez pour faciliter le quotidien des locuteurs de ces langues ? Pour bien répondre à cette question, dans l'idéal, il faudrait pouvoir faire une étude auprès des locuteurs. Alors, on a des collègues à l'université de Munich qui ont fait une étude de ce type sur les dialectes de l'allemand. Et les résultats sont assez intéressants parce qu'ils montrent que les applications qui seraient privilégiées par les locuteurs seraient avant tout des assistants virtuels, type Siri ou Alexa, ou alors les agents conversationnels, la reconnaissance automatique de la parole et la traduction automatique. Et ce qu'ils ont montré, c'est un intérêt pour des systèmes qui sont capables de gérer des données dialectales en entrée, donc traduire d'un dialecte vers une autre langue, comme par exemple l'allemand ou le français ou l'anglais, et aussi des systèmes qui sont capables de gérer directement des données à l'oral. J'imagine qu'on pourrait transposer ces observations aussi à l'alsacien. Et au-delà de ces applications, je pense aussi qu'il y a certainement des utilisations qui seraient intéressantes en termes d'apprentissage de ces langues, pour faciliter justement l'apprentissage et en quelque sorte attirer de nouveaux locuteurs vers ces langues. D'ailleurs, vous-même, vous avez travaillé sur un clavier numérique prédictif en alsacien. Oui, tout à fait. C'était l'idée de pouvoir faciliter la saisie, le texto par exemple, en alsacien. Pour ça, on a besoin de données aussi, puisqu'il faut pouvoir prédire en fonction des premiers caractères qu'on tape ce qui est plausible pour la suite, et puis aussi prédire les mots qui peuvent suivre dans les textes. Grâce au premier corpus qu'on a collecté, on a pu constituer des données qui permettent de développer ce type de clavier prédictif. Comme je le disais, la grande difficulté de l'alsacien à l'écrit, c'est on n'a pas une orthographe normée. Les orthographes qu'on va proposer dans ce clavier prédictif pourront éventuellement ne pas convenir à certains locuteurs qui risquent de ne pas reconnaître leur propre variété dans ce qu'on va proposer.
Donc je pense que ce clavier, il est encore perfectible. Google ou Meta s'intéressent aujourd'hui aux langues minoritaires, mais ça soulève aussi des questions de contrôle des données. À votre avis, comment trouver l'équilibre entre collaboration et préservation des ressources? On sait qu'il y a des gros problèmes concernant les données qui sont utilisées pour l'entraînement des grands modèles de langue par les grandes entreprises, puisqu'elles pillent souvent les données sans respecter les droits d'auteur. Et donc, ça fait que pour les langues peu dotées, on est dans une situation un peu complexe. Soit on ferme les données et à ce moment-là, on se prive de la possibilité d'avoir des technologies linguistiques qui seraient développées par les grands acteurs du domaine. Une autre chose qui est importante pour nous, c'est que ce soit des données de qualité. On ne peut pas compenser par la quantité des données le manque de données. On a besoin de données de qualité. Le souci, c'est que si on ouvre les données, on ne peut pas forcément contrôler facilement l'utilisation qui en est faite. Et alors, on voit émerger, notamment en Afrique, des nouvelles formes de licences qui ne restreignent pas les usages pour des travaux de recherche universitaires, mais qui, par contre, limitent l'utilisation commerciale des ressources à des entités locales, en fait. L'idée, c'est de favoriser la construction d'un écosystème régional qui bénéficierait directement aux communautés à proximité pour développer des technologies linguistiques pour ces communautés. Les problématiques, elles sont certainement très différentes ici en Europe et j'ai donc tendance à penser que dans le cas de nos projets, c'est important d'ouvrir nos données, tout en demandant bien évidemment à ce que le travail qu'on a réalisé soit accrédité comme il se doit. Qu'est-ce que tout cela nous dit de la place des langues régionales dans notre société aujourd'hui? C'est vrai qu'on assiste depuis une dizaine d'années à une meilleure prise en compte de ces langues dans le domaine du traitement automatique des langues. Cela étant, il y a un retard cumulé qui est tel qu'on ne va pas pouvoir le rattraper aussi rapidement. Et il y a différentes raisons qui sont plus ou moins bonnes, qui peuvent expliquer ça. Il y a des raisons économiques, il y a le nombre de locuteurs, il y a le prestige de certaines langues. On a aussi les personnes et les entreprises qui développent les technologies linguistiques qui vont avoir tendance à favoriser les langues qu'elles parlent elles-mêmes. Il y a aussi un aspect important, c'est que les systèmes actuels reposent sur des quantités de données qui sont extrêmement importantes et donc la facilité à collecter des données linguistiques joue également un rôle. C'est plus facile de collecter des données pour une langue qui est fortement présente sur le web. Dans la mesure où le travail de collecte des données est finalement assez peu valorisé, on peut comprendre que des équipes de recherche ne souhaitent pas y consacrer trop de temps ou de ressources. Finalement, si on ne développe pas des technologies linguistiques pour certaines langues, ça peut contribuer à renforcer des discriminations en raison de l'importance du numérique à l'heure actuelle, parce que ça veut dire que certaines personnes, des locutrices ou des locuteurs de certaines langues, doivent soit passer par une langue pour lesquelles les technologies existent, soit simplifier ou adapter leur communication lorsque les technologies ne sont pas satisfaisantes, par exemple en raison du dialecte particulier qu'elles pourraient utiliser. Est-ce que vous auriez un vœu pour le futur sur cette question? Je pense qu'il faut continuer à mettre davantage de moyens pour les travaux sur ces langues et mieux valoriser aussi le travail sur la collecte de ressources linguistiques parce que c'est extrêmement chronophage et en même temps c'est extrêmement important. Le deuxième vœu, ça serait que les technologies linguistiques permettent réellement de soutenir la diversité linguistique et qu'on n'arrive pas finalement à une forme d'homogénéisation linguistique qui serait à l'avantage des quelques langues qui bénéficient de ces technologies. Es ist auch wichtig, dass die elsässische Sprache aufgehebt wird und wiedergeredet wird. Ce n'était qu'un des regards sur l'intelligence artificielle. Dans le prochain épisode, on l'abordera autrement. Abonnez-vous à Défis de science, Défis de société et plongez dans la suite de la série.